Bienvenue dans le podcast Empreinte Humaine, le premier podcast qui parle de santé mentale au travail. Le rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux humains du travail à la croisée de la recherche, de la prévention et des actions en entreprise. Je suis Christophe Nguyen, psychologue du travail et président d'Empreinte Humaine. Et moi, Jean-Pierre Brun, expert conseil, cofondateur d'Empreinte Humaine. Dans ce podcast, on donne la parole à ceux et celles qui font bouger les lignes, RH, chercheurs, praticiens, des deux côtés de l'Atlantique. L'idée est de croiser les regards, poser les bonnes questions et proposer des pistes concrètes pour construire un monde du travail plus sain, plus humain et plus durable. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Christophe Nguyen, psychologue du travail et président d'Empreinte Humaine. Donc nous sommes ravis aujourd'hui de lancer ce nouvel épisode avec Jean-Pierre Brun, associé et expert conseil. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse en effet à un sujet passionnant et essentiel, l'autogestion de la santé mentale au travail. Dans un monde en constante mutation avec des exigences qui pèsent toujours plus sur les individus, cette capacité à prendre soin de soi, à s'outiller, à quelque part s'auto-réguler devient centrale. Mais attention, on ne parle pas ici de recettes miracles ni d'une simple responsabilisation de l'individu. Ce qu'on veut explorer, c'est ce que cette autogestion recouvre réellement, comment elle se développe et surtout ce qu'elle implique en termes de responsabilité partagée entre individus et organisations. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Coulombe, professeur agrégé à l'Université Laval au Québec. C'est un chercheur qui est engagé, qui est porteur de travaux de référence sur le sujet au sein de la chaire aussi Relief. Bonjour Simon. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Bonjour Simon, on est ravis de t'accueillir et de parler d'un sujet crucial, comme le disait Jean-Pierre. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours universitaire, tes travaux et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet de la santé mentale au travail et en particulier cette notion bien spécifique des actions individuelles, cette notion d'autogestion en santé mentale? Oui, avec plaisir. Mon nom est Simon Coulombe, je suis professeur à l'Université Laval et j'ai été formé en psychologie communautaire. Donc, au départ, je ne suis pas formé en psychologie organisationnelle. J'ai été plutôt formé sur des approches de promotion de la santé, du bien-être, de prévention des difficultés de santé mentale, en prenant une approche généralement plus systémique qui va de l'individu jusqu'aux organisations, soit les entreprises ou organisations communautaires, mais aussi la société, les environnements de vie. Et c'est dans cette approche-là que j'ai fait mon doctorat il y a de cela quelques années déjà à l'Université du Québec à Montréal. Et à ce moment-là, j'étais étudiant, mais bon, c'est quasiment un travail à temps plein faire un doctorat. J'étais étudiant et moi-même, j'ai vécu des difficultés liées à l'anxiété. Qui n'était pas tout dû à mon environnement d'études, là, mais il y avait une partie aussi qui était due à des enjeux personnels ou des certaines, je dirais, fragilités que j'ai pu avoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec un organisme qui s'appelait Revivre au Québec et qui s'appelle maintenant Relief, avec qui je collabore maintenant. Mais dans le fond, dès cette époque-là, il y a environ une vingtaine d'années, j'ai travaillé avec Revivre. Au début, j'ai reçu des services, mais après, j'ai travaillé avec eux. Et Revivre est vraiment un précurseur dans les approches misant sur le soutien à l'autogestion de la santé mentale en général, et puis maintenant auprès des travailleurs. C'est comme ça que je me suis mis à m'intéresser à l'autogestion de la santé mentale. Depuis environ 5 à 10 ans que je travaille sur le sujet directement en étant concentré principalement sur le milieu de travail comme un milieu d'intervention pour promouvoir le soutien à l'autogestion. Tu travailles avec tes thérapeutes aujourd'hui, c'est ça? Tes anciens thérapeutes en fait. C'était pas vraiment des thérapeutes, justement. C'est le soutien à l'autogestion s'inscrit en complémentarité, mais oui, d'une certaine façon, je les ai connus dans un autre contexte là, qu'aujourd'hui, avec qui je travaille avec eux comme collaborateurs. Et la petite histoire est quand même intéressante. Cette histoire est intéressante. Puis maintenant, donc, tu as aussi une chaire qui s'appelle la chaire Relief. Est-ce que tu peux nous parler un peu des objectifs et de la mission de cette chaire? Oui, la chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail, qui est propulsée aussi par Beneva. Donc, c'est une chaire qui a deux partenaires
financiers, mais c'est aussi des partenaires actifs dans le sens que ce sont des partenaires qui nous aident à faire avancer nos idées, à recruter des participants de recherche, des milieux d'implantation. Donc, c'est une chaire de recherche qui vise à développer les connaissances scientifiques sur le soutien à l'autogestion de la santé mentale dans le contexte du travail. Le soutien à l'autogestion, on pourrait y revenir, mais ça fait l'objet de beaucoup de travaux, surtout dans le contexte des troubles de santé physique, comme le diabète, l'asthme, etc. Il y a eu beaucoup de travaux scientifiques. Il y en a quand même qui se sont intéressés à comment ça atterrit cette forme de soutien-là en milieu de travail, mais en santé mentale, c'est relativement nouveau. Donc, il n'y a pas une base scientifique encore suffisamment développée, je dirais, à mon goût, à moi. Et c'est un peu dans cet esprit-là, la chaire de recherche vise à développer cette base scientifique-là, mais aussi des outils pratiques pour les gestionnaires, les employés eux-mêmes pour faire leur propre autogestion de leur santé mentale, mais aussi les gestionnaires pour soutenir l'autogestion chez les employés. Donc, on a une chaire en partenariat qui est beaucoup dans l'approche un peu de recherche-action, donc qui vise à développer avec des milieux de travail, avec des travailleurs et d'autres partenaires de cet écosystème-là, développer des outils pratiques et des approches concrètes qu'on valide et qu'on évalue là, ensuite. Alors, on est dans un podcast franco-québécois, donc quand Simon nous parle de gestionnaire, c'est manager. On comprend que pour la France, les termes ne sont pas tout à fait les mêmes, donc tu pourras utiliser les deux termes sans aucun problème. On a utilisé à plusieurs reprises le mot autogestion, mais bon, concrètement, de quoi on parle? Est-ce que c'est une posture, des outils, des capacités? Parce que là, on est sur un concept, là, mais si j'essaye de le visualiser, là, concrètement, comment tout ça se met en œuvre, puis de quoi on parle exactement? Et je pense aussi qu'il y a faut dire, plusieurs interprétations là, à ce concept-là ou cette notion-là. Donc, je vais vous partager celle qui est la mienne et celle de collègues plus proches et de l'organisme justement Relief avec qui je travaille et certains travaux scientifiques. Pour nous, l'autogestion, c'est vraiment tous les moyens ou toutes les stratégies qu'un individu peut mettre en place dans le quotidien pour soit prévenir ou réduire des difficultés de santé mentale ou des symptômes de difficultés de santé mentale, ou pour prévenir ou réduire le risque de rechute, par exemple, et finalement, pour optimiser son bien-être, dans le fond, dans la vie quotidienne, que ce soit au travail ou à l'extérieur du travail. Donc, c'est la définition qu'on utilise puis qui est émergée de la littérature, mais il y a d'autres façons aussi de l'interpréter ou d'autres termes d'ailleurs. Ça rejoint beaucoup le terme, d'autres vont parler d'auto-soin. En anglais, on peut dire self-care, par Mhm, exemple. mhm. Donc, toutes des pratiques ou des comportements qu'on peut développer, mettre en place. C'est le plus simple pour s'imaginer un petit peu qu'est-ce que c'est de penser, si je vous dis que prendre soin de sa santé physique, bon, on pense aux saines habitudes de vie qui sont promues dès la tendre enfance, je dirais, la bonne alimentation, la gestion du stress, des fois, en fait partie, mais surtout le sport, l'activité physique. Ben, l'autogestion, c'est un peu le même concept, mais vu de façon un peu plus large, hein, en pensant à tous les comportements, toutes les bonnes habitudes qu'on peut mettre en place pour améliorer ou préserver notre bien-être, notre santé mentale. C'est quoi une bonne pratique d'autogestion de la santé mentale? Comme pour le physique, c'est bien dormir, bien manger, bien boire, par exemple. Qu'est-ce que ça peut être deux, trois petites astuces pour la santé mentale? Mais il y en a une panoplie. En fait, on a fait des études auprès de personnes qui vivaient avec des troubles de santé mentale ou aussi des personnes de la population en général qui vivent pas nécessairement avec des troubles, et plus des travailleurs, des gens de la population active. Et on voit une panoplie de choses, que ce soit faire de la méditation, juste prendre action pour résoudre des problèmes quotidiens, des problèmes financiers, des problèmes familiaux, juste être dans l'action pour y faire face, aller chercher de l'aide, que ce soit d'un professionnel, passer du temps avec des amis, passer du temps en nature, faire des loisirs, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est des choses qu'on fait tous un petit peu jusqu'à un certain point, mais on n'a pas nécessairement conscience de l'importance de ces stratégies-là dans notre vie. Et nous, ce que les travaux montrent aussi, c'est qu'en étant plus intentionnel et en étant soutenu dans cette autogestion-là, ça peut avoir des effets encore plus éloquents, plus pertinents. Puis j'ajouterais aussi à ça que même toutes les stratégies plus pour la santé physique, ben, dans nos études, ça ressort aussi comme étant des facteurs ou des stratégies pour l'autogestion de la santé mentale aussi. Euh, Comme on sait qu'il y a l'interaction quand même entre le psychologique et le physique.
Oui, donc par exemple, des traits de personnalité plus ou moins optimistes, par exemple, c'est des choses qui sont favorables à des pratiques d'autogestion, santé mentale? Ou est-ce que tu as aussi des freins à cela? Est-ce que tu étudies la partie personnalité qui est en lien avec les pratiques d'autogestion? Il y a des travaux sur le sujet, mais les personnes, par exemple, introverties, vont avoir tendance à se ressourcer, à remplir leur réservoir d'énergie en passant du temps plus en solitaire, où il y a moins de stimulation, par exemple, faire de la lecture, des activités plus seules, alors que les personnes extraverties vont avoir tendance à plus se ressourcer en passant du temps avec les autres. Donc, leurs stratégies d'autogestion de leur énergie, de leur stress, etc., ne seront probablement pas les mêmes. Cependant, nous, l'idée du soutien de l'autogestion, c'est que les personnes peuvent apprendre à découvrir quelles sont les stratégies et à mieux identifier comment les mettre en place de façon pérenne dans le temps et en fonction des situations et des contextes. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en effet, je pense que c'est assez acquis qu'au niveau de notre santé physique, on a un rôle à jouer, hein. Je pense que la plupart des individus le savent, un peu comme Christophe disait, hein, bien manger, faire une activité, etc. Mais au niveau de la santé psychologique ou santé mentale, on est peut-être un peu plus dans une posture passive, hein, finalement, de subir les choses et d'être un peu moins, finalement, un acteur de sa santé mentale. Donc, ce que tu proposes en bout de ligne, c'est ça, hein, c'est de dire aux gens, soyez acteurs de votre santé mentale aussi. Exactement. L'idée, c'est un peu de reprendre du pouvoir sur sa santé mentale, son bien-être, parce que malheureusement, puis je pense qu'il y a des améliorations quand même dans le système éducatif, dans les organisations aussi. Il y a des améliorations là, sur à quel point ces saines habitudes de vie sont enseignées ou promues. Par contre, c'est pas encore aussi promu que les saines habitudes de vie pour la santé physique. Donc, les gens n'ont pas nécessairement autant conscience qu'ils ont ce pouvoir-là ou qu'ils peuvent prendre ce pouvoir-là. Souvent, encore, si je demande à quelqu'un ou si on demande à des passants, par exemple, bon, si vous avez des enjeux de santé mentale, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y en a beaucoup qui vont dire allez voir un médecin, allez voir un psychologue, un psychothérapeute. Et c'est très bien. C'est des traitements qui ont été montrés efficaces, mais il y a toute une partie aussi de connaissances, de savoir expérientiel, qu'on a à propos de notre propre santé mentale, notre propre bien-être on peut s'appuyer sur ce savoir-là, bon, en complémentarité, évidemment, avec d'autres approches. On n'est pas en train de dire que le soutien à l'autogestion ou l'autogestion peut tout remplacer ou tout guérir ou tout prévenir non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus en complémentarité. Et ça dépend aussi du niveau de difficulté. Tu sais, si on est une personne bon, qui n'a pas vraiment d'enjeu, puis que c'est plus pour promouvoir son bien-être, sa santé mentale, versus une personne qui a des enjeux, des symptômes sévères de dépression ou d'épuisement professionnel, ben, c'est pas la même situation. Puis le rôle de l'autogestion va pas nécessairement être le même là, dans les deux cas. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe des pratiques universelles ou est-ce que effectivement c'est des repères sur lesquels les gens peuvent s'appuyer, piocher pour voir ce qui est le plus adapté par rapport à eux? Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a vraiment des choses que tout le monde peut faire? Ben, c'est une bonne question. C'est sûr que la recherche, comme je le disais, malheureusement, sur l'autogestion en santé mentale est quand même encore assez balbutiement. C'est-à-dire qu'il y a eu des travaux scientifiques beaucoup sur le coping ou les stratégies d'adaptation face au stress. Ça, on en connaît beaucoup. Mais par contre, le concept d'autogestion et les travaux sur le sujet sont un peu moins étoffés. Donc, j'irais pas jusqu'à dire qu'on sait suffisamment de choses pour dire est-ce qu'il y a des stratégies universelles. Cependant, il y a beaucoup des stratégies qu'on peut développer ou mettre en place qui peuvent s'appliquer à un ensemble de personnes, là, une grande partie de la population. Tu sais, des stratégies, si je reviens sur la définition d'autogestion, il y a des stratégies qui sont plus comportementales, donc des actions, des choses qu'on fait physiquement. Quelqu'un pourrait nous voir les faire là, si on avait quelqu'un autour de nous. Mais il y a aussi des stratégies qu'on dit, c'est quand même des comportements, mais des comportements mentaux, des choses, des façons de penser. Par exemple, essayer chaque jour de penser, c'est ça, des postures, essayer de prendre plus conscience de nos forces et aussi avoir conscience de nos faiblesses pour développer un portrait de soi-même qui est plus balancé. Mais c'est des choses qui coûtent pas très cher à faire, là. C'est juste essayer de changer de posture en faisant parfois certains exercices. Il y a des Hmm. moyens d'arriver
à faire Une ça. posture. Mais c'est des choses qui peuvent être assez universelles d'une certaine façon, là. Je ne dis pas que ça s'applique dans toutes les cultures et tous les contextes, mais c'est pas quelque chose qui demande un soutien tellement compliqué ou dispendieux ou cher non plus, là. Il y a le fait aussi que, bon, les gens qui en ont probablement le plus besoin n'ont peut-être pas toujours le temps ou l'énergie pour le faire. Comment on peut faire pour concilier cette idée d'autogestion là, que je trouve bien intéressante avec les rythmes de travail qu'on a, là, qui sont vraiment de plus en plus intenses, la charge de travail qui est importante? Est-ce que ça rentre en conflit avec cette idée d'autogestion ou ces principes d'autogestion? Donc oui, je crois que définitivement, malheureusement, que les rythmes actuels dans le milieu de travail, les milieux de travail, les organisations peuvent définitivement entrer en conflit avec la mise en place de stratégies d'autogestion. Et pas seulement les rythmes du travail, mais parfois les demandes ou les visions, par exemple, des managers ou des employeurs. Il y a une étude qui a été faite par une collègue à l'Université du Québec à Montréal, qui s'appelle une collègue Sophie Meunier, et elle s'est intéressée aux stratégies d'autogestion que les personnes vivant avec des troubles de santé mentale jugent utiles au travail. Et elle a aussi demandé à des managers leur perception sur quelles stratégies étaient les plus utiles. Je vous épargne les détails, mais ce qui était intéressant, c'était de voir que les stratégies jugées les plus utiles par les personnes elles-mêmes, elles ressortaient pas comme parmi celles jugées les plus utiles aux yeux des gestionnaires. Donc, il semble y avoir un écart là, entre ce que les gestionnaires veulent ou accepteraient comme stratégie d'autogestion ou jugent plus pertinent versus ce que les personnes jugent pertinent. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut arriver aussi à réduire cet écart-là, à faire de la sensibilisation dans les milieux de travail. Tu sais, d'un côté, c'est vrai que je pense que la question notamment du temps, là, faire de l'autogestion, ça demande un certain temps quand même, là. C'est faire de la méditation ou juste arrêter dans ma journée pour penser à des choses positives qui me sont arrivées ça, ça s'appelle l'exercice de gratitude notamment. Ben, ça demande du temps. Mais cela dit, il y a beaucoup de ces stratégies d'autogestion-là qui ne demandent pas énormément de temps, qui peuvent être intégrées durant une pause, durant l'heure du lunch, à la fin de la journée, dans un journal ou noter des choses, ça dépend du type de stratégie, là, mais dans le transport en commun vers le retour à la maison. Donc, il y a des stratégies comme ça qui peuvent être mises en place là, sans avoir énormément de temps. Mais bon, il y a quand même clairement, là, ça peut être vu ou perçu ou vécu par certaines personnes comme une autre chose à faire. Une autre chose que je dois faire, c'est faire de l'autogestion en plus de faire tout ce que je dois faire au bureau puis à la maison pour m'occuper de ma famille. Donc, il faut aussi travailler ce narratif-là aussi pour que les personnes arrivent à voir que c'est du temps qu'elles mettent pour elles. Et pas besoin d'en faire 150 stratégies diverses non plus. On dit, nous, quand on est plus dans les approches de soutien, on dit commencez par une chose. C'est penser à une chose que vous pourriez faire et intégrer ou même réintégrer dans votre vie quotidienne. Pas trois ou quatre ou cinq, mais faites une chose. Euh, et voyez comment vous y arrivez. Puis après ça, vous pouvez intégrer d'autres choses si vous voulez, là. C'est ce que j'appelle l'approche des 4 P, hein, le plus petit pas possible, finalement. De commencer par une seule action, la plus simple possible, et non pas de se faire un programme très développé que de toute façon on n'arrivera pas à réaliser, étant donné les contraintes organisationnelles ou individuelles. Oui, c'est un peu comme le sport, hein. Quelqu'un qui, par exemple, on sait que c'est bon pour le sport, pour son équilibre, mais si on a un profil du type très compétiteur, très sujet potentiellement à du burn-out, il va se dire, je vais faire du sport, non pas pour me relaxer, mais encore me mettre de la pression et des exigences supplémentaires. Ça peut aussi être mal géré de cette façon et avoir des effets peut-être même délétères ou même négatifs, contre-productifs. Donc l'idée, oui, c'est de l'intégrer petit à petit. Et donc, tu as donné des exemples. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un bus, dans un train? Des petits exemples comme ça pour une petite pratique qu'on pourrait intégrer tous les jours. Un travailleur, un salarié qui voudrait commencer petit. Je pense qu'une des approches les plus, je dirais, les plus populaires en ce moment, mais qui a aussi beaucoup d'appui de la recherche, c'est les approches axées sur la pleine conscience. Méditation pleine conscience. Bon, ça peut sonner gros quand on dit méditation pleine conscience, mais si vous regardez sur les engins de recherche en ligne, méditation guidée pleine conscience, il y a des guides audio de 3 minutes pour nous apprendre
porter notre attention sur le moment présent. Puis ça se fait dans un endroit public, là, peut-être pas en conduisant, mais malgré qu'il en existe, là, mais la plupart, il faut se centrer sur notre respiration ou un autre point focal. Et bon, ça se fait très bien en transport en commun, notamment, personne s'en rend compte. Et il y a des études, beaucoup d'études qui démontrent l'efficacité de la méditation pleine conscience. Évidemment, il existe différents formats, là. Il y a une variation dans les effets obtenus selon le format. Mais il y a des études aussi en milieu de travail où ce type de méditation-là est aussi intégré durant les pauses, etc. Ça, c'est une qui est peut-être les plus, je pense, les plus démontrées là, et qui se fait bien en un court laps de temps. On parle beaucoup de pleine conscience, en effet, puis il y a toutes sortes de techniques qui existent, mais on voit aussi de plus en plus d'applications autour du bien-être individuel ou relié au travail, hein, des trackers, toutes sortes d'outils qui existent. Qu'est-ce que tu en penses de l'efficacité? Je pense même que de ton côté, tu es en train de développer une application comme ça. Oui, de mon côté, on est en train de développer une application mobile en partenariat avec d'autres chercheurs aussi à l'Université Laval où ma chaire de recherche est située. Et une application mobile qui veut soutenir les gens dans la prise de conscience de leur niveau de bien-être ou de santé mentale, mais aussi de stratégies d'autogestion possibles pour améliorer ce niveau-là ou le maintenir à un bon niveau s'il est déjà bon. Et ça s'inscrit vraiment dans la lignée là, de plusieurs autres applications mobiles. Comme tu disais, Jean-Pierre, les applications de méditation pleine conscience, il y en a plusieurs. Applications aussi pour nous aider à gérer le stress. Il y a même des applications qui pour nous aider à avoir développé notre résilience, notre optimisme, notre niveau de gratitude, qui sont tous des facteurs ou des stratégies d'autogestion jusqu'à un certain point. J'ai un avis, je dirais, mitigé, assez réaliste sur ces applications-là. Les études montrent qu'il semble quand même y avoir, ça varie d'une étude à l'autre, mais il semble quand même y avoir des bénéfices à court terme de plusieurs de ces applications-là. Par contre, les travaux suggèrent aussi que c'est pas ce type d'intervention-là qui va remplacer des interventions organisationnelles pour améliorer les milieux de travail ou réduire le niveau de stress à la source. Mais pour moi, ça, c'est un peu la même chose que l'autogestion. Tu sais, quand je parle d'autogestion, je suis pas en train de dire que ça va remplacer de réduire les risques psychosociaux dans l'environnement de travail, etc. Pour moi, les applications mobiles sont vraiment plus des outils pour s'aider à mettre en place une ou des stratégies d'autogestion, comme un outil pourrait être un livre ou un guide, par exemple, pour nous apprendre la méditation ou un autre type là, de stratégie d'autogestion. Fait que moi, je le vois plus comme un outil parmi d'autres, parce qu'on sait qu'un des enjeux de ces outils-là numériques, les applications mobiles, comme de plein d'autres outils qu'on peut utiliser pour changer les comportements, c'est le niveau d'engagement est pas tellement bon à moyen long terme. Les gens vont avoir tendance à l'utiliser, mais les études suggèrent que ça se maintient pas dans le temps, l'utilisation. Donc, on trouve ça intéressant, on télécharge l'application dans notre téléphone et on l'utilise, mais après, on ne retourne jamais ou on y retourne quelques fois. Donc, il y a vraiment un enjeu là. Là, je pense que les designers web travaillent beaucoup sur la ludification, la gamification, pour essayer de rendre ça attrayant. Et donc, c'est sûr que c'est intéressant. Par contre, moi aussi, il y a un côté où je trouve qu'à vouloir trop ludifier ou gamifier, puis jouer sur les mécanismes là, de renforcement, puis si on fait en sorte que les gens se sentent pris dans une application mobile, ça va un peu contre l'idée même de l'autogestion puis de la promotion de la santé mentale aussi, là. On est déjà un peu prisonnier de nos écrans au quotidien pour le travail ou même d'autres aspects de notre vie personnelle. Est-ce qu'on veut devenir prisonnier encore plus pour prendre soin de son bien-être? Donc, je pense que moi, j'ai un avis mitigé. Je pense que ça peut être utile, mais avec modération ou à certains moments ou à certains buts dans certains buts plus précis. C'est comme nous, l'application qu'on développe, bon, je dis pas qu'elle va être parfaite ou qu'elle est parfaite, mais on est beaucoup dans un but de sensibilisation, d'éducation à ces moyens-là d'autogestion. Mais on n'est pas dans une visée que les gens vont l'utiliser à chaque jour non plus, là. Elle s'appelle comment, ton application? Puis est-ce qu'elle est disponible dès maintenant? Ou, Malheureusement, elle n'est pas encore disponible. Elle s'appelle Datagotchi Kenko. Kenko veut dire santé en japonais.
Datagotchi, ça vous rappelait peut-être pour ceux et celles d'entre nous qui sont plus âgés, le Tamagotchi, qui est un petit animal de compagnie virtuel qu'on pouvait nourrir là, qui est en format porte-clés. Donc, c'est la même idée. Oui, bon, c'est ça. Ben, c'est un peu l'idée ici de dire on veut pas que le qui meurt, mais de nourrir un peu la fleur ou notre bien-être. Et donc, on est en pleine création de ça. Éventuellement, je peux vous faire parvenir le lien là, quand il sera terminé dans quelques mois, il devrait être lancé. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire, il y a des travaux que tu dois connaître sur la question du climat de sécurité psychologique, hein, qui sont un peu les conditions pour qu'une intervention de prévention en santé mentale au travail fonctionne. Et c'est comme tout, hein, le mindfulness, c'est vrai que dans les entreprises ou la gestion du stress, on en parle depuis des décennies. Hein, alors, et on voit que beaucoup d'entreprises ont proposé ces approches-là très individuelles. Or, on voit que les résultats sont pas là, hein, quand on voit les niveaux de détresse et de problématiques de santé mentale au travail. Est-ce que tu penses que ces pratiques d'autogestion, même si elles sont très pertinentes, doivent quand même s'implanter dans un environnement où il existe ce climat de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un engagement fort, qu'il y ait d'autres actions, j'ai envie de dire multimodales, globales, systémiques, dans d'autres niveaux, parce que avoir uniquement une approche autour de la santé, autour de l'autogestion de la santé mentale, ça peut au contraire amener des gens à rejeter, hein, même des approches de prévention en disant les problématiques sont qu'on est mal payé, les problématiques c'est qu'on n'est pas reconnu, et au final je peux respirer par le ventre, mais c'est ce qu'on me demande de faire et même je le rejette hein, d'une certaine façon. Est-ce que pour toi il y a des conditions pour que ces pratiques soient vraiment bien prises, hein, parce qu'on sait bien qu'effectivement les gens doivent prendre soin d'eux. Et selon toi, est-ce que les organisations doivent préparer le terrain, faire des choses, commencer peut-être par d'autres actions plutôt qu'uniquement celle-là, ou est-ce qu'on peut commencer par celle-là? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis tout à fait d'accord. Ben, je trouve la question super pertinente, puis je suis d'accord avec l'idée que pour moi, ben, pour nous et mes collègues aussi, le soutien à l'autogestion, c'est une chose parmi l'éventail de stratégies ou d'approches qui doivent être utilisées et qui peut être avantageusement mises en commun pour favoriser la santé mentale au travail. Là, ça, c'est 100% vrai. Après ça, à savoir laquelle approche doit être utilisée en premier. Est-ce qu'on vise sur on mise sur l'autogestion en premier, puis après sur des stratégies plus organisationnelles d'amélioration du climat de sécurité psychosociale, de réduction des risques psychosociaux. Je pense que ça peut être au cas par cas. Cela dit, je suis assez d'accord qu'il y a quand même un risque là, si on y va, si on est dans un environnement de travail où on sait qu'il y a plusieurs risques psychosociaux, une charge de travail élevée, plus de reconnaissance, plus de soutien social, pas de justice organisationnelle, là, j'en beurre épais, comme on dit en français québécois. J'en mets beaucoup, là, mais si on est dans ce type d'environnement-là qui est toxique, négatif pour la santé mentale, ben c'est certain que c'est un risque là, d'aller promouvoir l'approche d'autogestion simplement. Je pense qu'il y a un risque que les employés ben, se sentent un peu, sentent qu'on rit d'eux, un peu là, qu'on se sentent un peu trahis, sentent qu'on rit d'eux, sentent qu'on essaie de balayer sous le tapis les sources organisationnelles de leurs souffrances, de leurs difficultés de santé mentale. Et il y a aussi ce risque-là que les employés, les travailleurs pensent que ben, qu'on leur attribue la cause là, de leurs difficultés, qu'on les place comme seul responsable des difficultés, alors qu'en réalité, c'est une source organisationnelle. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. Et moi, je suggère vraiment là, d'intégrer le soutien à l'autogestion lorsqu'on en parle en contexte organisationnel, ben, d'intégrer ça dans une démarche organisationnelle. Tu sais, je pense Jean-Pierre et plusieurs autres, vous êtes experts là, en démarche organisationnelle aussi de réduction des risques psychosociaux. Ben, tu sais, il y a tout ce processus-là de dépistage des risques, après ça, de prise de décision sur quels sont les facteurs en, pas prise de décision, mais observation des facteurs en cause et prise de décision sur des stratégies, des approches d'intervention. Mais pour moi, là, le soutien à l'autogestion fait partie d'une des approches qu'on peut mettre en place, mais c'est pas celle qui va avoir réponse à tout non plus. Donc, il faut juste faire attention. Puis je pense aussi que, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de La Montagne là, sur les approches intégrées. Je pense que c'est dans cet esprit-là aussi intégré, qu'il y a une meilleure intégration, je pense, entre les approches individuelles et organisationnelles. Je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus
sur mieux arrimer ces deux niveaux-là d'intervention. Et je ne saurais pas donner encore la réponse justement de comment mieux les arrimer, mais souvent, je trouve qu'on les positionne beaucoup, que ce soit dans les écrits ou lorsqu'on les experts parlent, on les positionne beaucoup en opposition, alors qu'il y aurait avantage à voir comment elles peuvent être synergiques. Tout à fait, hein, puis ça me fait penser à, si on se rappelle, il y a 20 ou 30 ans, au niveau de la méthodologie de la recherche, on opposait les approches quantitatives et qualitatives, hein. Il fallait être dans un ou l'autre des camps, finalement. Maintenant, on parle d'approche mixte, hein, et on sait que c'est en effet une manière d'aborder les défis, puis les enjeux, les réalités de la société de manière fort intéressante. Je pense que c'est la même chose au niveau RPS ou santé mentale, c'est d'avoir des approches mixtes, en effet. Parfois, c'est pas à travers des vecteurs organisationnels et parfois, c'est à travers des vecteurs un peu plus individuels. Mhm. Ouais, je trouve ça vraiment super intéressant de le voir comme ça. Puis je pense quand même que amener une approche de soutien à l'autogestion, puis ça, on n'a pas encore pu le démontrer, fait que ça reste une hypothèse, mais je pense quand même que amener dans une organisation davantage de soutien pour l'autogestion, que les employeurs, les managers reconnaissent que c'est important pour les personnes de prendre quelques moments du temps pour eux pour développer des stratégies ou mettre en place des stratégies d'autogestion, qu'il y ait des opportunités de formation sur différentes stratégies. Je pense quand même qu'ultimement, ça peut améliorer la culture aussi organisationnelle ou du moins le climat là, de sécurité psychosociale. Bon, je pense pas que c'est la seule chose qui doit être fait et puisse améliorer le climat, mais je pense que ça peut contribuer à changer un petit peu la culture positivement. Mais ben, bon, c'est une chose parmi d'autres. Oui, tout à fait. Faut qu'elle soit en tout cas cohérente avec une stratégie d'entreprise, avec un management. Si effectivement on a une décision d'entreprise qui va plutôt vers d'une surcharge de travail assumée, on va dire, hein, pendant un certain temps, et de proposer des pratiques d'autogestion comme étant une ressource pour se protéger face à cela, c'est vrai que les gens peuvent ne pas y adhérer. Donc il y a une question de cohérence et peut-être de synergie, comme tu le disais, entre ces approches plutôt individuelles et les approches plus organisationnelles autour de l'environnement de travail. Alors on a parlé de quelques bonnes pratiques dans le bus qu'un salarié pouvait mettre en œuvre, hein, le mindfulness notamment, quelques minutes. Est-ce que tu aurais deux, trois astuces dans le travail, dans l'environnement de travail, que pourrait mettre en place quelqu'un qui voudrait prendre soin de sa santé mentale? Quelque chose de simple, peut-être, qu'on pourrait mettre en œuvre, quelque chose de petit, on en a parlé tout à l'heure. Mais quelque chose d'assez simple, puis ça ne sera pas une révélation. Nous, il ressort beaucoup de nos travaux, mais aussi de d'autres travaux scientifiques dans plein de domaines, que le soutien social, l'échange de soutien social, c'est un vecteur majeur de bien-être, de santé mentale ou un facteur favorable de façon consistante dans plein de domaines. Donc, je dirais juste passer des moments avec des collègues, échanger, même si ça vous tente pas toujours, essayer de vous dire, bon, je m'en allais prendre un café durant ma pause, ben, est-ce que je peux essayer d'inviter un collègue ou voir avec un collègue s'il veut venir avec moi chercher son café, juste échanger. Et ce qu'on a vu aussi dans d'autres études, je dis on, là, mais c'est la recherche, mais c'est aussi même obtenir du soutien. C'est bénéfique, mais aussi en donner. Il y a des études sur offrir du soutien à quelqu'un au travail, à quel point ça peut être bénéfique pour la personne et pour nous-mêmes. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros. Juste du soutien au sens large, même passer des moments, échanger, ça fait partie du soutien. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Oui, est-ce qu'on peut se dire aussi que s'isoler, même si on est plutôt peut-être introverti en matière de personnalité, c'est pas forcément bon pour la santé mentale, mais c'est plutôt contribuer à entretenir un bon climat, du soutien social. Dans la psychologie de la gratitude, pour compléter ce que tu disais, on sait que donner de la gratitude, ça apporte plus en matière de santé et de bien-être que de recevoir. Donc c'est aussi cette idée d'être acteur là-dedans et pas juste passif, client, on va dire peut-être de cette gratitude. Donc c'est intéressant effectivement de se dire qu'on peut tous être acteurs, même dans le soutien social, quoi. Oui, tout à fait. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux personnes introverties qui pourraient avoir tendance à s'isoler. Ben, d'un côté, oui, là, je pense que ça fait partie de ce qui caractérise une personne introvertie, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'être introverti, ça veut aussi dire
pas tant qu'on veut pas passer du temps avec les autres, mais c'est qu'on a besoin de moments où on a moins de stimulation. C'est le niveau de stimulation optimal pour nous est moins que pour une personne extravertie. Mais ça veut pas dire qu'on veut être seul tout le temps ou qu'on bénéficierait pas d'avoir du soutien ou de passer des moments avec les autres. Et je pense que mais ton point est vraiment bon. L'idée, c'est un petit peu de devenir acteur de sa propre santé mentale, mais aussi, je pense que c'est bien de le voir de façon plus globale au niveau organisationnel. Et comment on peut devenir acteur de notre propre santé mentale et en même temps contribuer à celle de nos collègues ou améliorer le climat favorable à la santé mentale dans notre organisation. Ouais, je pense qu'on pourrait dire une expression que j'utilise souvent, hein, mais la santé mentale, c'est un sport de contact, hein. Finalement, il faut être en contact avec les gens. On ne peut pas la construire seul, isolé. Et cette dimension de dialogue, d'échange est importante. Pas toujours facile à mettre en place parce qu'il y a souvent des préjugés, une stigmatisation un peu autour de ce sujet-là, bien certainement. Je voulais revenir sur un point que tu as abordé, qui est cette question d'autogestion, en effet, de travailler sur soi. Mais je trouve que l'autogestion, tu en as parlé un peu en disant, ben, c'est une occasion de réfléchir, d'élaborer des actions. Donc, quand on est dans l'autogestion de sa santé mentale, on peut aussi réfléchir à des propositions d'ordre organisationnel, finalement, travailler sur son organisation du travail. Ça me fait penser un peu à ce qu'on appelle le job crafting, là, finalement. Oui, tout à fait. En fait, justement, quand on pense à l'autogestion de la santé mentale en milieu de travail, je dirais dans les travaux scientifiques contemporains, là, c'est probablement le concept qui se rapprocherait le plus, ça serait le concept de job crafting ou moi je l'appelle remodèlement d'emploi. Là, c'est une traduction parmi d'autres, mais cette idée-là que parfois on peut essayer de travailler autour bon, en identifiant nos besoins, nos intérêts, nos buts professionnels, etc., voir comment, à partir de ça, on peut essayer de, peut-être en partenariat, en collaboration avec notre manager ou notre employeur, comment on peut essayer de peut-être redéfinir ou juste étendre un petit peu les frontières de nos tâches, de notre activité de travail ou les modifier pour qu'elles correspondent mieux à nos besoins, nos intérêts. Et qu'elles soient plus favorables à notre santé mentale. C'est vraiment dans cet esprit-là. Encore faut-il avoir l'autonomie pour pouvoir le faire, hein. Mais oui, c'est-à-dire c'est là où on voit un peu ce côté cercle vertueux. Si on peut proposer, être force d'initiative pour améliorer le travail ou ses conditions, on est à la fois une posture de bonne santé mentale personnelle, de pratique d'autogestion, et en même temps, on est force de proposition pour l'organisation. C'est là où peut-être c'est la synergie dont tu parlais tout à l'heure. Encore faut-il que le contexte organisationnel le permette. Je pense que c'est vraiment un bon point. Tu sais, c'est pas tous les contextes qui vont avoir une ouverture, même à ce qu'on fasse du job crafting ou en tout cas, je suis pas expert de cette notion-là précisément, mais c'est pas tous les contextes où l'ouverture pour l'autogestion est la même. Cela dit, nous, c'est pour ça que quand on parle de soutenir l'autogestion, ben justement, on parle pas juste de l'autogestion. Pour moi, l'autogestion, c'est ce que les personnes font pour aller mieux ou aller bien. Mais le soutien à l'autogestion, c'est une panoplie d'interventions, d'outils qui doivent être mis en place ou qui peuvent être mis en place pour favoriser cette autogestion-là. Et pour moi, le soutien à l'autogestion, ça peut passer par des formations aux employeurs ou de la sensibilisation à la haute direction, aux managers à tous les niveaux sur l'importance de la santé mentale, de l'autogestion ou même des RPS. Pour moi, là, je m'éloigne un peu quand je vais sur les RPS, mais tout ça est lié. Tu sais, si les organisations deviennent plus sensibilisées à cette notion-là, il risque d'avoir plus d'ouverture pour l'amélioration des conditions de travail, mais aussi pour l'autogestion. Malheureusement, on a fait une enquête en 2023 auprès des PME au Canada, 2500 travailleurs de PME au Canada, et on a demandé aux gens avec une échelle là, où les gens devaient coter différentes stratégies, à quel point ils les mettaient en place dans leur environnement de travail. Et malheureusement, il y a quand même seulement 32 qui disaient qu'ils se donnent la permission de faire des erreurs. 36 qui disent qui essayent d'affirmer davantage leurs besoins et leurs attentes, mais c'est pas beaucoup comparé à d'autres stratégies plus personnelles. Par exemple, essayer de me concentrer sur le moment présent, ça, c'est 65 donc, on voit que
le rapport entre soi puis son travail, son employeur par rapport à l'autogestion est encore difficile. Les gens n'osent pas encore, selon en tout cas, notre enquête, beaucoup affirmer ces besoins-là d'autogestion. Ou même les gens, seulement 37% disaient qu'ils réfléchissaient à propos des conditions de travail afin d'identifier les sources de stress. Donc, il y a encore quelque chose à faire autour de ce rapport-là là, qui doit être rendu plus fluide, je pense. Oui, on a beau avoir de l'autocompassion si envers soi, si on n'a pas le droit à l'erreur au travail ou si on est surcontrôlé, c'est vrai que ce sera efficace, mais à très court terme. Hein. C'est une question aussi d'exposition, de récurrence à cette exposition. Rien n'empêche effectivement de pouvoir pratiquer cela au quotidien, ça fait pas de mal en tant que tel pour sa propre santé, mais il faut être conscient et réaliste du contexte. Mais dans tous les cas, je pense que aussi, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas parce qu'on a une contrainte organisationnel qui est complexe, qui sur lequel on n'a pas de moyens d'action, qu'il faut pour le coup on doit se négliger soi-même d'une certaine façon ou de se victimiser, même si parfois on peut être soi-même un peu comment dire subir une situation. Mais j'aime bien cette idée que dans tous les cas être acteur de sa propre santé est une façon aussi de se préserver face à des conséquences même ou des causes organisationnelles. Moi, je dis souvent, si l'organisation ne peut pas prendre soin de vous, vous prenez soin de vous-même. C'est clair. À ce moment-là, il faut le voir comme ça. Simon, tu poursuis tes travaux sur ces sujets-là dans les prochains mois et prochaines années. Quelle évolution tu vois ou quels sont les projets sur lesquels tu voudrais travailler dans les années à venir? Comme vous le savez sûrement, la santé mentale au travail, la santé au travail, bon, c'est un champ qui est toujours, je pense, en pleine évolution. Il y a souvent plein de nouveautés, plein de choses qui émergent. Vraiment, en tout cas, de notre côté au Québec, récemment, c'est beaucoup la notion des risques psychosociaux là, qui a été enchâssée dans la loi, qui est beaucoup à l'avant-plan. Donc, je pense que de mon côté, ce qui est intéressant à travailler prochainement, c'est de voir le lien entre les risques, mieux comprendre la place aussi de l'autogestion versus des approches axées sur les risques notamment. Euh, donc, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler. On a aussi tout un pan de nos travaux qui porte sur les médias sociaux. Quel est l'impact des médias sociaux sur l'autogestion? Est-ce que les informations véhiculées sur le wellness, le mental health sur les médias sociaux, est-ce que ça l'aide les travailleurs et la population à prendre soin de sa santé mentale, ou est-ce qu'au final, ça les nuit parce que ça peut véhiculer de fausses informations? Donc, c'est aussi un pan, moi, qui m'intéresse aussi, puis que je pense qu'il y a une pertinence sociale actuellement. Finalement, bon, on peut pas y échapper. Je pense que la venue de l'intelligence artificielle qui prend une place de plus en plus grande dans nos vies, mais aussi bon, je pense les pratiques de management, etc. Mais comment est-ce que ça vient peut-être causer un stress additionnel ou est-ce que ça nous libère en fait du temps pour faire de l'autogestion? Donc, le rapport là, entre ces transformations-là numériques du monde du travail, puis l'autogestion et plus globalement la santé mentale, je pense que c'est quelque chose qui va retenir beaucoup l'attention dans les prochaines années, que ce soit peut-être des effets néfastes de ces transformations digitales-là, ou aussi des opportunités offertes peut-être par justement les applications mobiles ou les outils technologiques qui pourraient faciliter l'autogestion. Oui, c'est de vraiment voir quelle tendance ça va prendre. Puis en effet, je pense que c'est important de voir qu'il peut y avoir en effet des risques, mais il y a des opportunités aussi. Il ne faut pas être dans une approche de démoniser l'IA en se disant ça va être que des problèmes, mais c'est de voir aussi comment on peut l'utiliser à ce moment-là. Tout à fait. Oui. Alors, on aurait fait à peu près le tour. Christophe, est-ce que c'est bon pour toi aussi? Oui, c'est très bien. Alors, ce que je voudrais peut-être sur l'IA dire que aujourd'hui, quand on voit la question, le monde du travail, il y a vraiment un besoin de réhumaniser les relations, de réhumaniser le travail. Beaucoup de personnes, on l'entend aujourd'hui, se plaignent d'un manque de reconnaissance, de sens, de présence, d'impact et d'utilité. Si l'IA effectivement permet de soulager des procédures inutiles, du reporting chronophage, de la répétition
répétition, ça, on est tous d'accord pour cela. Si en plus ça permet de dégager du temps pour améliorer le bien-être, oui. Maintenant, je pense que on a besoin de plus d'humanisation, hein. Ça remplacera pas tout. Dans tous les cas, merci beaucoup Simon pour tous ces échanges. Je te laisse conclure, Jean-Pierre. Oui, alors pour terminer, on termine toujours, Simon, sur une note un peu plus légère. Donc, quel est le dernier livre que tu as lu ou qui t'a marqué? Un dernier livre que j'ai lu, en fait, c'est un que j'ai lu récemment, mais qui m'a marqué. Ça s'appelle How People Matter. Bon, je suis un peu geek, là, je reste dans le sujet qui m'intéresse, qui nous intéresse probablement. C'est un chercheur, Isaac Pilentinski, en fait, deux chercheurs, Pilentinski et sa conjointe Pilentinski aussi, qui ont écrit ce livre-là sur la notion de mattering, ou en français, le sentiment d'être important ou d'avoir une importance. Comme étant central pour la santé, le bien-être au travail, le bien-être de la société. Puis c'est cette idée-là que le mattering, c'est à la fois sentir qu'on a une importance, mais qu'on amène quelque chose, qu'on amène aussi une valeur, quelque chose d'important à la société. Je trouve, intimement lié aussi avec la notion de sens là, qui vient d'être mentionnée, justement. C'est lié aussi à la reconnaissance. Je trouve ça vraiment très intéressant d'aborder les questions de santé mentale à travers cette lunette-là du mattering. Et ça rejoint aussi, je pense, dans le contexte social actuel aussi, où je pense que plusieurs groupes se sentent désaffranchis, aliénés par la société, que ce soit des groupes marginalisés ou des groupes peut-être plus populistes aussi, bon, dans des groupes, d'autres groupes en tout cas, je ne rentrerai pas dans le politique. Mais bref, je trouve ça vraiment fascinant, puis ça peut être un concept aussi intéressant là, à amener dans nos interventions au travail aussi. Super intéressant, j'adore. Tout à fait, hein, par analogie, je dirais finalement, les gens sont préoccupés par leur empreinte humaine, hein, finalement. C'est un peu ça. Donc, et un plaisir coupable ou un rituel que tu manquerais pour rien au monde, hein? Ah, ça, c'est vraiment un plaisir coupable. Et les gens ailleurs dans la francophonie qu'au Québec comprendront peut-être pas, mais il y a eu une émission de télévision produite par Radio-Canada qui s'appelle Pat, une émission quotidienne au Québec durant l'année. Puis en gros, ça se passe dans une urgence et il se passe plein de situations plus ou moins, je dirais, probables ou vraisemblables. Et je ne peux m'empêcher d'écouter ça chaque jour ou de les enregistrer puis de les écouter. D'un côté, je me dis c'est des heures que je pourrais consacrer à faire quelque chose de plus utile, mais d'un autre côté, ça repose mon cerveau pour faire quelque chose de plus utile par après. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est 20 minutes par jour, 4 jours par semaine durant l'année scolaire. Donc, l'été, tu as une petite pause, puis c'est pas trop long. Mais il y a un petit côté addictif, là. C'est difficile de s'en sortir une fois qu'on est rentré dans ce tourbillon. Je dois avouer que je l'écoute aussi, en effet, cette série-là. Donc, une belle petite série. Simon, quelle est la meilleure manière de te rejoindre pour nos auditeurs qui voudraient poursuivre cet échange-là avec toi? La meilleure façon de me rejoindre est par courriel, par mail, donc à mon adresse courriel de l'université, simon.coulombe@rlt.ulaval.ca. Ça sera, j'imagine, disponible aussi en lien là, avec le balai. Bien sûr, on le mettra en ligne avec le podcast aussi, à ce moment-là. Donc merci beaucoup Simon pour cet échange, cet éclairage très riche hein, sur un sujet qui est encore émergent et il y a tout un champ qui s'ouvre en matière de recherche, c'est passionnant. On a vu que ça marchait les pratiques d'autogestion quand on était acteur hein, de cela et actif. Et je dirais que ça marche aussi quand l'organisation est proactive hein, sur ces sujets, pas que pour éduquer les personnes en matière de façon de se comporter, mais aussi dans l'environnement et c'est dans cette complémentarité que c'est le plus efficace. Dans tous les cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Oui, merci Simon. Ça a été une belle manière de repenser la place de la santé mentale dans nos organisations, dans une perspective un peu plus individuelle, mais qui est très importante. Hein. Si je reviens au tout début, on sait aujourd'hui qu'il faut prendre soin de notre santé physique. Il faut prendre soin de notre santé mentale aussi, et cet échange-là a bien permis de le démontrer. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous
pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn ou sur notre site empreintehumaine.com pour ne rien manquer. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Empreinte humaine, le premier podcast dédié à la santé mentale au travail.